Bonjour, merci d'être venu voir les frameworks sont-ils des êtres vivants. Alors je me présente, moi je suis Guillaume Albini, développeur chez Publicis Sapiens Engineering. Mais en fait, avant d'être développeur, j'ai eu une autre vie, j'ai fait des études de bio, plus particulièrement d'écologie, et en fait l'idée de ce talk, c'est un peu de réunir les deux mondes. Et je voudrais juste faire un petit sondage, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont fait des études de bio? Ah, il y en a quelques-uns, c'est pas mal. Alors pour ce slot, je serai accompagné de Toby le framework, qui est un framework, et Mélanie la librairie, comme son l'indique, c'est une petite librairie. Donc je sais que vous sortez de table et que vous avez peut-être plus très faim, mais je vous ai concocté un petit menu. En apéro, à faire quelques définitions et une mise en contexte. En entrée, un petit peu de théorie de l'évolution. En plat, on va voir ce que c'est que la dynamique des populations. En dessert, une autre approche. Et en café, une conclusion bien serrée. Allez, on commence l'apéro. D'abord, le code source ou le code génétique. En fait, on peut considérer que c'est la même chose, parce qu'en fait, le code source porte l'ensemble de l'information, des instructions pour le bon fonctionnement du framework. Et tout comme quand on séquence l'ADN, si on regarde le code source, si on le lit, on est capable de comprendre comment il fonctionne. Et en fait, quand on lit l'ADN et qu'on le décode, on est aussi capable de savoir comment un être vivant fonctionne. En fait, le code, que ce soit source ou génétique, c'est la vie. Ensuite, les frameworks sont aussi des organismes. En fait, un organisme, c'est un ensemble d'éléments composant une structure fonctionnelle. En biologie, c'est un ensemble d'organes qui forment un être vivant. Et dans le cas d'un framework, c'est un ensemble de packages. Chaque package qui soit orienté métier, soit orienté technique, forme un tout cohérent. Et de l'ensemble de ces packages forme un organisme, les librairies ou les frameworks. Les frameworks ont également un cycle de vie. Ça commence d'abord par le développeur qui le télécharge sur son poste, c'est la naissance du framework. Ensuite, le développeur, il va jouer avec ce framework, il va ce qu'on appelle l'évaluer, pour tester ses capacités et est-ce qu'il répond à l'ensemble de ses besoins. Après, à la suite de cette évaluation, il y a deux possibilités. Soit le framework est supprimé de l'ordinateur et donc il va mourir, soit il va rentrer dans un cycle de développement où le développeur va exploiter au maximum ses capacités et à un moment donné, il va le libérer dans son environnement de test et de production. Après la production, on peut repartir dans un système de développement pour encore plus développer le framework. Et à l'ensemble de ces étapes, le framework peut se reproduire pour faire des naissances. Parce que oui, mesdames et messieurs, les frameworks se reproduisent. Mais en fait, les frameworks et les développeurs ont en fait ce qu'on appelle une relation symbiotique. Une relation symbiotique, c'est une association intime, durable et bénéfique pour les deux organismes. D'un côté, en fait, le framework apporte une nouvelle compétence au développeur, ce qui lui permettra de mettre à jour son CV, peut-être de trouver un autre job ou de progresser au sein de sa société. Et d'un autre côté, ce que fait le développeur, c'est qu'il aide le framework à grandir, à se faire connaître et à se reproduire. Donc en fait, c'est un cercle vertueux. En fait, on est développeur et framework de fidèles compagnons. Là, la partie que je suis sûr que vous attendiez tous, la reproduction. Ah, donc vous inquiétez pas, vous pouvez rester, il n'y a pas d'image choquante, parce qu'en fait, la reproduction chez les frameworks, c'est un peu sur le même principe que les virus. Ça passe en fait par l'air, et ensuite il y a une phase de contamination et de propagation. Et cette contamination, ça arrive quand? Pendant ce genre d'événements, pendant des conférences. Vous avez un développeur qui vous explique que le framework qui vous présente, c'est celui qui est le meilleur au monde, et vous allez en fait, à la fin de la conf, quand vous allez rentrer chez vous devant votre PC ou dans votre entreprise, vouloir le tester. Et donc, il y a les conférences, les meet-up. Ça marche aussi quand on arrive sur un projet et que quelqu'un vous explique comment marche le projet. Vous ne connaissez pas le framework, donc dans le cadre de pairing. Et il y a une autre contagion qui existe, c'est la contagion visuelle via la lecture d'articles ou de blogs. Les frameworks vivent également dans des biotopes. En fait, un biotope, c'est un lieu de vie défini par ses caractéristiques physico-chimiques. Le biotope de nos frameworks, c'est en fait les compétences de base des développeurs, donc plutôt front, plutôt back, plutôt data, associées à un langage de programmation. JavaScript pour le front, pour le back on peut faire du Java, et la data en ce moment c'est plutôt Python. Au sein de ces biotopes va vivre des librairies et des frameworks, les ensembles de ces êtres vivants, et en biologie, un pool d'êtres vivants, ça s'appelle la biocénose. Et les biotopes plus la biocénose, ça forme un écosystème. Donc, si je résume, les frameworks sont donc des organismes symbiotiques qui naissent, grandissent, se reproduisent et meurent. Ils évoluent au sein de biotopes et l'ensemble de l'information les caractérisant est porté par leur code source. Donc l'apéro est donc là terminé, je vais vous proposer de passer à table, restez assis. Et on va commencer par l'entrée. On va faire un petit peu de théorie de l'évolution. En fait, la théorie de l'évolution elle a été initiée en 1859 par Charles Darwin dans son livre « L'origine des espèces » où il a introduit la notion de sélection naturelle. Dans les années 30-40,
les scientifiques ont formé ce qu'on appelle la théorie synthétique de l'évolution. C'est-à-dire qu'ils ont pris la sélection naturelle, ils ont ajouté les lois de Mendel sur l'hérédité. Donc les lois de Mendel, pour peut-être certains ça va rappeler, c'est le croisement des pois lisses et des pois fripés. Si vous savez plus, c'est pas très grave. Et ils vont également ajouter les avancées en génétique des populations. Et là, ça va former un socle qu'on appelle néo-darwinisme ou la théorie synthétique de l'évolution. Alors depuis les années 40, les connaissances ont évolué, mais il y a eu plusieurs remises en cause de certains acquis. Par contre, cette base, le néo-darwinisme, n'a jamais été remis en question. Et donc, je vais vous expliquer cette base. D'abord, la première chose, c'est que l'évolution, ce n'est pas un individu qui évolue, ce n'est pas vous. En fait, c'est la population qui évolue. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un caractère qui va apparaître dans la population, par exemple des yeux bleus, et ça va se propager petit à petit de descendant en descendant. Et donc, en fait, c'est plutôt une notion statistique, l'évolution. C'est un trait qui grandit au sein de la population. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a la sélection naturelle. Et en fait, pour qu'il y ait sélection, il faut qu'il y ait variabilité. Donc là, je vous ai représenté une population de ronds. Il y a des ronds gris, des ronds rouges, des ronds bleus, donc plein de ronds différents. Comme nous, ici, dans la salle, on est tous différents. Ce qui permet d'avoir des traits différents, et donc on va pouvoir sélectionner. Ensuite, la deuxième notion, c'est que le trait qui doit être sélectionné doit être héréditaire, c'est-à-dire qu'il doit être transmis à la descendance. Parce que si vous avez une mutation qui apparaît dans votre coude et que vous pouvez tordre le bras dans l'autre sens, si elles ne sont pas dans vos cellules germinales, elles n'iront pas dans vos descendants et elles ne seront donc pas sélectionnées. Donc l'autre point primordial, c'est l'héritabilité. Ensuite, ce que j'ai oublié d'expliquer, c'est que parmi la famille de petits ronds, il y a les ronds gris, ils peuvent vivre à n'importe quelle température. Les ronds rouges, ils sont plutôt à l'aise au-dessus de 18 degrés, et les ronds bleus, ils sont plutôt à l'aise en dessous de 22 degrés. Donc il y a certains ronds qui supportent plus ou moins bien la chaleur. Et donc, si la température diminue, ce qui va se passer, c'est que les ronds rouges vont avoir du mal à survivre et donc à se reproduire. Par contre, les ronds bleus sont plutôt à l'aise, donc ils vont pouvoir bien se reproduire. En fait, le caractère des ronds bleus a une meilleure valeur adaptative. La valeur adaptative, c'est en gros un croisement entre j'arrive à survivre et j'arrive à me reproduire. Et ça, c'est le dernier point important de l'évolution. En fait, c'est la valeur adaptative. C'est-à-dire qu'on va choisir le trait qui est le plus apte à un environnement donné. Et on ne dit pas le meilleur. On parle vraiment de plus apte dans un contexte particulier. Par exemple, si la température se remet à augmenter tout d'un coup, les petits ronds bleus vont avoir du mal à survivre, à se reproduire. Par contre, les ronds gris, eux, ils n'ont pas de corrélation avec la température. Ils vont pouvoir finalement bien prospérer. Donc si je résume, pour qu'il y ait évolution, il faut que ça soit sur une population, qu'il y ait de la variabilité au sein de cette population, qu'il y ait de l'héritabilité de ses caractères et qu'il y ait un fitness, valeur adaptative, qui est la corrélation entre la survie et la reproduction. Mais comment ça s'applique chez nos frameworks? Déjà, la population, on l'a. La population, c'est la population de développeurs. Donc on peut voir qu'il y a déjà en 2018 environ 23 millions de développeurs et on estime qu'en 2023, ça monte à 28 millions de développeurs. Les grosses communautés sont les États-Unis, du côté de l'Asie. Et en Europe, les 3 pays qui ont le plus de développeurs, c'est l'Allemagne, l'Angleterre et la France. Donc la population, on l'a. L'héritabilité. En fait, c'est simple. Quand on développe des frameworks, surtout dans le monde open source, on utilise un repository. Et en fait, n'importe quel développeur dans le monde peut récupérer le repository sur son poste, modifier le code source. Donc là, on crée de la variabilité. On met ça dans une branche, et ce qui est bien, c'est que quand on fait une branche de cette branche-là, la modification qu'on a fait se retrouve dans la branche enfant. Donc on a aussi de l'héritabilité. Donc la variabilité, c'est, comme je vous l'ai dit, le fork, les branches, les pull requests, et à chaque fois, c'est héritable. Et il nous reste le fitness. En fait, le fitness pour nos frameworks, c'est assez facile. C'est dans le cadre, en tout cas, principalement des projets open source. Les développeurs vont remonter leurs pull requests, et les gens qui vont sélectionner ces pull requests, ils vont se poser 2 questions. Un, je veux améliorer mon framework en corrigeant ses bugs, améliorer donc sa stabilité. Et 2, je vais essayer de proposer les features que les développeurs attendent. Et donc ces 2 conditions vont faire qu'on va pouvoir augmenter le fitness d'un framework. C'est-à-dire que si on corrige ses bugs, il est plus stable, et si on a plein de features sympas, les développeurs vont en parler, et donc permettre au framework de se reproduire. Et donc là, on est bon. On peut appliquer la théorie, en tout cas au moins les bases de la théorie de l'évolution, à nos frameworks. Ensuite, il y a quelque chose d'autre en écologie qu'on appelle la dynamique des populations. La dynamique des populations, c'est en gros s'intéresser aux fluctuations du nombre d'individus dans le temps et surtout de s'intéresser quelles sont les causes qui font que le nombre d'individus varie. Donc le but, c'est de comprendre les influences environnementales.
Donc il y a quelques modèles qui sont de base en biologie. Donc il y a le modèle de croissance exponentielle de Thomas Malthus. Donc là, on considère qu'on est dans un environnement avec des ressources infinies. Et donc une population va croître de manière exponentielle. Ensuite, il y a le modèle de croissance logistique de Pierre-François Verlust, qui lui introduit une autre notion, c'est que les ressources ne sont pas illimitées, donc on arrive à un seuil d'équilibre. Et en fait, il a une autre notion, c'est que quand une population est petite, elle va croître plus vite que quand elle est plus grande. Et le dernier modèle que je souhaite vous présenter, c'est le modèle de croissance proie-prédateur. Donc en fait, les proies ont un modèle de croissance exponentielle, mais vu qu'il y a une prédation, elles peuvent, comme les prédateurs vont les manger, donc il y a une certaine limite. Et par contre, les prédateurs vont croître en fonction du nombre de proies. Donc ces trois modèles que je vais vous présenter, on ne va pas les retrouver dans le cadre de nos frameworks, mais c'est pour vous donner une idée de ce qu'on peut voir en analysant les fluctuations. Alors, pour étudier ça chez nos frameworks, il y a des outils super sympas. Il y a Google Trends, déjà, qui nous permet de le faire, celui que je vais exploiter. Et il y en a un autre, c'est Stack Overflow Trends. Alors je me suis juste concentré sur Google Trends parce qu'en fait on voit les mêmes résultats et en fait on peut exploiter plus d'informations sur Google Trends parce qu'ils ont indexé nos recherches depuis 2004. Donc la méthode d'indexation a un petit peu changé au cours du temps, mais finalement vu qu'on compare au même moment, ça n'introduit pas trop de biais, ou en tout cas le même pour tous les frameworks. Donc j'ai pris en fait quelques exemples de biotopes. Je me suis focalisé sur front plus JavaScript, back Java et back plus PHP. Et en fait l'idée c'est quand les développeurs vont étudier un framework, ils vont d'abord faire des recherches dessus pour avoir des informations, ou quand ils ont des problèmes, ils vont également faire des recherches. Donc toute cette indexation nous donne une idée de l'utilisation de ces frameworks au sein de la population des développeurs. Donc, plus il y a de recherches, plus en fait en gros la recherche est élevée, plus il y a de frameworks, plus le framework est utilisé, moins la recherche est élevée, moins le framework est utilisé. Donc on va commencer avec le front et le JavaScript. Donc là j'ai d'abord coupé, je me suis limité, j'ai mis en 2004 jusqu'à peu près 2012, et là on voit jQuery. Donc jQuery qui est un framework front qui a été beaucoup utilisé, et on voit qu'il était le seul à cette époque, et donc il accroît de manière tranquillou, sans compétition. Par contre, en 2012, ici est sorti Angular, et on voit que jQuery a commencé à faire une petite descente. Donc, ce qui signifie qu'il a été de moins en moins utilisé, pendant que Angular, qui est en rouge ou en vert, ou React en bleu est sorti. En fait, ce qu'on peut constater aussi, c'est qu'il a ici, à ce niveau-là, c'est que jQuery en fait est encore très élevé par rapport aux autres, parce qu'il y a eu tellement de projets qui ont été développés avec, il y a tellement de maintenance à faire qu'il y a encore beaucoup de développeurs qui essayent qui font des recherches dessus. Mais pour moi, c'est un framework qui va disparaître à terme. Donc si je l'enlève de l'équation et que je me focalise que sur React, Angular et Vue, donc on peut voir que AngularJS était bien monté en fait au début, mais à la sortie de React, on voit qu'il a commencé à péricliter. La version 2 d'Angular a un peu mieux tenu, mais on voit qu'il commence également à stagner. Et en fait, la corrélation, c'est qu'ici est sortie la version 16 de React, qui est la version actuelle, mais qui a en fait été prometteuse de plein d'améliorations. Et en fait, toutes ces améliorations sont sorties jusqu'à aujourd'hui, et que les gens utilisent. Donc là, moi, je serais tenté de dire que le framework front, plutôt React en ce moment. Et on peut voir le petit en jaune qui est Vue, qui est en train de monter, mais il monte tout doucettement. Un autre biotope, c'est regarder tout ce qui est back Java. Et là, pour moi, en fait, le choix a été fait il y a très longtemps. C'est-à-dire dans les années 2010-2008. On voit ici, en fait, que Struts, qui était l'un des premiers frameworks MVC en Java, descend et est quasiment disparu. Pareil pour JSF. Il est un petit peu monté et descendu. Par contre, Spring, qui est le framework actuel qu'on utilise pour faire du MVC, continue tranquillement. Là où il y a un univers que je ne m'attendais pas aussi riche, c'est PHP. PHP et back, il y a eu énormément de frameworks qui sont sortis et énormément de changements en fait. Donc le premier en fait qui a bien grimpé, on voit que c'est Zen. Mais on voit qu'en parallèle, il y a Codeignitor qui montait et qui montait plus rapidement que lui. Ce qui est peut-être une cause du fait que lui a commencé à péricliter doucettement. Et on voit ici, au moment où Laravel est sorti, qui est le framework le plus recherché en ce moment, Codeignitor a également commencé à chuter. Le Symfony, lui, est plutôt stable. Quoique sur la fin, il commence aussi à chuter. Donc qu'est-ce qu'on peut tirer des exemples que je vous ai présentés? Ah, là c'était la sortie, excusez-moi. Donc là, c'est au sein d'un biotope, dans la grande majorité des cas, un seul framework est le plus apte, mais son positionnement est remis en question par rapport à l'apparition de chaque framework. Ce qui veut dire, en gros, globalement, vous pouvez choisir un framework maintenant, qui est très bien, mais dans un an, il y en a un nouveau qui va sortir, qui va devenir le meilleur que lui, et donc être le plus apte. Moi, j'appelle ça le principe du Highlander. Qui connaît le film Highlander dans la salle?
Highlander. Le principe du film avec Christophe Lambert, c'est qu'il y a des immortels qui se baladent sur la planète. Et leur mantra, c'est qu'il ne peut en rester qu'un. C'est-à-dire que quand deux immortels se croisent, ils vont combattre. Et en théorie, il y en a un qui gagne, qui décapite l'autre pour récupérer sa force et son énergie. Donc leur but, c'est qu'à la fin, il ne doit en rester qu'un. Par contre, ils sont des petits malins, c'est qu'en fait, finalement, les immortels, ce sont des prisonniers sur la Terre. Et régulièrement, il y a des nouveaux qui arrivent. Donc un peu comme au petit framework, il y a des nouveaux qui arrivent et qui peuvent venir décapiter celui qui est le leader. Donc là, je vous ai présenté ce qui se passait sur on va dire, des technologies assez ancrées, assez anciennes. Et là, on va regarder qu'est-ce qui se passe sur des technologies un peu plus récentes. Et donc, je me suis mis en fait sur Kubernetes dans un monde serverless. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que ça date d'à peu près 2015 quand c'est sorti, ou 2014, où il y a OpenWhisk, la courbe verte, qui est en premier. Et on peut voir qu'à un moment donné, ici, il y a eu l'annonce de la sortie de la version 0.1 de Kubernetes en juillet 2018. Un gros pic de recherche qui est monté. Et là, il y a eu l'annonce par Pivotal de la mise à disposition d'une plateforme FAS avec Knative. Et à partir de là, on voit bien que en la courbe bleue, Knative a en fait dominé tout le monde en moins d'un an. Si on prend la carte du monde en 2018, sur les mêmes frameworks, Knative, OpenFaaS, Kubeless et OpenWhisk, on voit que les pays ne s'intéressaient pas aux mêmes technologies. Un an plus tard, Knative a à peu près dominé l'intégralité de la planète, sauf en Italie, où c'est encore OpenWhisk, mais je pense que ça ne va pas durer. Ça ne veut pas dire que les autres frameworks ne sont pas utilisés, ça veut juste dire qu'ils ont plus recherché ce framework-là. Donc ça, c'est intéressant de regarder de ce point de vue-là. Ensuite, j'ai regardé une autre approche, je me suis mis du côté back. Au lieu de me spécifier sur un langage, j'ai regardé cross-langage. J'ai regardé le Python, PHP, Java, ASP.NET et Ruby on Rails. Donc là, on voit que sur les 12 derniers mois, c'est quand même Spring qui domine globalement les recherches. D'ailleurs, au niveau de la map monde, c'est lui qui est à peu près partout. Mais en fait, Spring, je pense qu'il y a un biais. C'est un vieux framework qui fait beaucoup de choses. On peut interroger les bases de données, enfin il y a plein de choses, c'est un écosystème à part entière. Par contre, si on veut vraiment se focaliser sur le parti back, le nom de code en ce moment c'est Spring Boot. Et donc si on fait la même recherche sur Spring Boot, bah là on se rend compte que finalement les courbes elles sont tous dans le même périmètre. Et que le patchwork il est il y en a un peu plus de choix, quoi. D'ailleurs c'est plutôt Ruby on Rails. Donc ce qui est intéressant de regarder, c'est l'histoire sur les 15 dernières années. Comment ça s'est passé? Donc en vert, on peut voir ASP.NET, qui est aussi un vieux langage, mais qui finalement, depuis 2004, ne fait que décliner. Si ça décline, vu que le nombre de développeurs ne fait qu'augmenter, c'est qu'il y a forcément moins en moins de monde qui s'en sert. Ce qu'on voit, c'est que Ruby on Rails, ici, a eu son heure de gloire. Je pense que la raison, c'est que c'est le premier framework à avoir implémenté ce que l'architecture REST. Et tranquillement, il a continué. Par contre, on voit là qu'il y a des frameworks qui sont en train de monter. Donc si on se focalise plutôt sur les 5 dernières années, donc là on voit que .NET et Ruby on Rails descendent, et on voit plutôt que Laravel, PHP et Spring Boot montent. Il y a deux possibilités. Soit on a une convergence avec une stabilité, donc on va se retrouver avec une dispatch worldwide des frameworks comme ça, soit finalement ASP.NET, Ruby on Rails disparaît, et d'ici quelques mois, la map monde va ressembler à ça. Il n'y aura que la Finlande qui hésite encore entre PHP et Spring. Un autre exemple, si je prends React et Angular, on voyait bien tout à l'heure que React était largement au-dessus d'Angular. Et il y avait également Vue. Donc ça, c'est les 3 frameworks qu'on a vus pour faire du front. On voit que React est vraiment bien implanté. Et les seuls où il y a vraiment de la recherche active sur Vue, c'est le Japon. Donc pour ceux qui veulent faire du Vue, je vous conseille d'aller au Japon. Et je me suis mis sur des outils aussi, pour voir, au niveau de la CI/CD, c'est une comparaison de Jenkins et GitLab, qui sont des outils qui sont bien ancrés depuis un certain temps. Et donc là, on voit qu'on a une vraie dichotomie et un petit peu que la guerre froide est de retour. Pourquoi? Pourquoi, au niveau du monde, des régions qui vont s'intéresser plus à un framework, à une technologie que d'autres? Est-ce que c'est la typologie de projet qui est différente? Est-ce que c'est Internet qui est plus lent, vu que ça passe par la communication, tout ça? Ou peut-être que finalement, c'est la culture des développeurs qui est différente. La façon dont on a appris l'informatique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il existe des théories darwiniennes de l'évolution culturelle. Il y a la mémétique, la coévolution gène-culture et l'épidémiologie des représentations. La mémétique, en fait, c'était introduit par Richard Dawkins
dans son livre La théorie du gène égoïste, et en fait, il l'a juste implémenté dans la conclusion, il a sorti le mot mème, on en entend beaucoup parler en ce moment. Et en fait, un mème, c'est un élément culturel reconnaissable, reproduit et transmis par l'imitation du comportement d'un individu par d'autres individus. Par exemple, si je fais pa 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 pa, pa 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 pa, normalement, vous connaissez tous ces quelques notes-là. Je me trompe? Qui ne connaît pas? Vous les avez déjà entendus, même si vous ne savez pas d'où ça vient. Si vous ne savez pas d'où ça vient, demandez à votre voisin, je pense qu'il le sait. En fait, il y en a d'autres des mêmes. Il y a tout ce qui est les légendes urbaines, les histoires d'horreur qu'on se raconte au coin du feu. Il y a le même Internet qui est très connu. Donc, dans le cas, là, c'est le Bottle Cap Challenge de cet été qui a fait beaucoup parler de lui. Et il y a le même humoristique avec Gad Elmaleh. Dans le cadre du développement, le même, c'est simple, c'est que souvent, nous, quand on développe et qu'on veut apprendre un framework, ou quand on a un problème, on va chercher sur des blogs. On copie-colle du code, on le met dans notre code, on va renommer les variables pour l'adapter, et là, finalement, on a produit un mème informatique. L'autre théorie, c'est la coévolution gène-culture, introduite par deux biologistes, Charles Lebsen et Edward Wilson, dans leur livre Genes, Mind and Culture, The Coevolution... Ouais, trop compliqué. Qui donc introduit la coalition gène-culture. Donc c'est facile de se dire que les gènes influencent la culture, parce que si je vous montre la main, qui permet de peindre, de faire de la sculpture, c'est une évolution génétique, donc ça permet vers la culture. Mais se dire que la culture va influencer nos gènes, c'est déjà un concept plus difficile. Et en fait, il y a une étude qui a mis ça en évidence. C'est en fait étudier les individus qui digèrent en fait le lactose. Alors le lactose, c'est un sucre. Et normalement, sur la population mondiale, il y a 75% des adultes qui sont incapables de digérer le lactose. Sauf, de ce côté-là, pardon, c'est compliqué le pointeur, sauf en Europe où il y a à peine il y a 95% des adultes qui arrivent à digérer le lactose, et en Asie, en Chine, où il y a 5% des adultes qui arrivent à digérer le lactose. Pour digérer le lactose, on a besoin d'une enzyme qui s'appelle la lactase. Et en fait, les études montrent que quand on est vers l'âge de 3-5 ans, pour les adultes, la lactase arrête d'être exprimée. Donc on ne peut plus digérer le lactose. Donc on a quelques problèmes digestifs, un petit peu mal au ventre, quelques flatulences, et plus si affinité. Et en fait, les études supposent, ont montré que pour qu'en fait la lactase, ce qui se passe, c'est que la lactase arrête de s'exprimer parce qu'il y a un gène inhibiteur qui désactive son activation. Et en fait, il a été montré que dans les populations d'Europe, ce gène s'est propagé de manière très rapide dans la population, c'est-à-dire en moins de 6000 ans. La désactivation de ce gène. Et en fait, le fait que c'est émis moins de 6000 ans, il suppose qu'il y a une sélection naturelle de ce gène. Et la théorie qui est mise en avant, c'est que les gens se sont mis à l'élevage, se sont donc mis à consommer du lait, et donc, dans ce contexte-là, le gène désinhibant la lactase a été désactivé. Alors que dans les populations qui ne se sont pas mis à l'élevage, il n'y a pas eu ce phénomène-là. Par contre, je n'ai pas d'exemple pour le développeur, il faudra peut-être revenir dans 6000 ans, où on verra un peu comment on a un petit peu changé. La dernière théorie, c'est l'épidémiologie des représentations par un anthropologue, Dan Sperber, qui est français. Donc lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait une synthèse entre les sciences sociales et psychologiques, en s'appuyant en fait sur les sciences cognitives. Et ce qu'il dit, c'est que la culture, c'est un ensemble de représentations mentales, et que c'est les mécanismes qui sont dans notre cerveau qui font qu'elle va évoluer. En fait, par exemple, si vous entendez quelqu'un siffloter dans un parc, et que vous essayez de vous rappeler la chanson qu'il est en train de faire, vous allez vous la siffloter, mais vous allez pas forcément complètement vous en souvenir, donc la modifier légèrement. Si quelqu'un d'autre vous entend, ça va la remodifier. Et en fait, dans ce cas-là, cette petite musique va évoluer dans le temps. Et c'est les propos que met en avant Dan Sperber. Dans le cadre de l'informatique, souvent dans les projets agiles, on ne s'amuse pas à faire énormément de documentation. La connaissance passe souvent à l'oral. En fait, quand quelqu'un vous présente un schéma d'architecture ou une infrastructure, on va vous l'expliquer à l'oral, donc vous allez vous faire vous-même votre représentation de cette infra, et quand vous allez vous-même l'expliquer à quelqu'un d'autre, en fonction de vos affinités, vous allez expliquer d'un autre point de vue, mettre en avant d'autres axes, et donc faire évoluer cette représentation. Donc, finalement, les frameworks sont peut-être des phénomènes culturels. Donc ces théories sont très intéressantes, ça permet de mettre un œil neuf. Par contre, c'est des théories assez jeunes, et il y a beaucoup de controverses autour d'elles. Par exemple, Tim Ingold, sur une dizaine d'années, il a critiqué les fondements de la mémétique et de l'épidémiologie des représentations. Et Clédiard, dans sa thèse en 2009,
lui indique que sur les 3 théories, la seule qui appliquerait vraiment le néo-darwinisme, ça serait la théorie des représentations culturelles. Donc, nous arrivons à la fin de ce talk sur le café. Est-ce que les frameworks sont-ils des êtres vivants? Donc peut-être je vais en décevoir certains, nous ne sommes pas des dieux, nous ne créons pas la vie. Donc les frameworks, non, ne sont pas des êtres vivants. Mais moi, ce que j'en retiens, c'est qu'en tout cas, tout ce qui est d'un point de vue évolution, les bases sont vraiment appliquées. C'est-à-dire que inconsciemment, les développeurs ont mis en place les outils pour que l'évolution des frameworks suive le néo-darwinisme. Par contre, moi, je pense que quand on regarde tout ça, ça pose le choix du framework. Il y a toujours quelque chose, quand on commence un projet, on se pose la question, mais quel framework je vais mettre pour répondre à mon besoin? Donc des fois, c'est facile. Vous faites du front, prenez React. Il ne faut pas se poser de questions. Parfois, quand on est sur des technologies un peu émergentes, comme ce que je vais montrer sur serverless, en fait, c'est difficile de se dire est-ce que c'est le bon, est-ce que c'est pas le bon. Je pense que le plus simple, c'est vous prenez tous les frameworks et pas que lire la doc, vous les testez. Vous faites des cas d'usage pour voir si ça correspond vraiment à votre besoin. Et au final, si ça répond à votre besoin, ça va vous permettre votre projet d'aller au bout. Au pire, peut-être qu'effectivement, dans 2 ans, il y a un nouveau framework qui va sortir et ça ne sera plus le bon. Il faudra considérer que le projet est plus difficile à maintenir. Mais dans tous les cas, même si vous choisissez le bon framework, parfois, quand il y a des évolutions, il y a des releases majeures qui cassent tout votre logiciel. Donc je pense que dans le choix du framework, l'important, c'est de faire en sorte de bien l'étudier et de se faire plaisir. Ça soulève un autre point, c'est l'expertise. C'est-à-dire qu'en gros, est-ce que c'est pertinent en tant que développeur d'être l'expert sur un framework? C'est-à-dire de maîtriser de bout en bout. Moi, je ne suis pas convaincu. Ça fait quasiment plus de 20 ans que je fais du développement. J'ai commencé à faire des applications monolithiques sur du WebSphere. Et là, je suis plutôt à faire des architectures événementielles dans Kubernetes et Knative. Donc en fait, être expert, ça va être beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Peut-être pour une période de 2 ans, votre expertise sera valable, ce qui est à peu près la durée d'une certification, en tout cas AWS. Moi, je pense que ce qui est important pour un développeur, c'est de s'ancrer sur les bonnes pratiques. Les tests, connaître l'ensemble des design patterns, se maintenir à jour sur la veille techno, et ce genre de choses. Voilà. Alors, Toby, Mélanie, moi-même, nous vous remercions. J'espère que le menu n'a pas été trop indigeste. Désolé pour les petits couacs techniques et de parole. Si vous avez des questions, je suis à votre écoute et n'oubliez pas le feedback avec le QR code. Merci.